Alors avec moi pour commenter l'actualité, Philippe Delmas, président de PhD Associates, qui est une société de conseil. Il est aussi ancien vice-président d'Airbus. Et puis en visio, Clément David, cofondateur de Paddock, qui est une entreprise spécialisée dans les infrastructures cloud. Bonjour à tous les deux. On va commencer avec la disparition tragique de John McAfee, fondateur éponyme du célèbre antivirus. Il a été donc retrouvé mort dans une prison de Barcelone. Il avait 75 ans. La justice espagnole venait d'autoriser son extradition vers les États-Unis où il était accusé d'évasion fiscale. Bon, McAfee, c'est quand même une histoire majeure dans l'histoire de l'informatique. Je voulais vous faire réagir, Clément David. Évidemment, vous êtes aussi un spécialiste du cloud, mais de la cybersécurité. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? D'abord McAfee et puis John aussi. Alors McAfee en soi, c'est un nom qui est absolument pionnier dans notre domaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça fait très très longtemps pour nous tous dans la tech que cette personne est plus John est plus relié de près ou de loin à vraiment l'entreprise qu'il a créée. Je crois qu'il l'a vendue il y a quasiment une trentaine d'années. En fait, c'est quelqu'un qui accumule les anecdotes depuis un certain temps maintenant. Il y a des accusations de meurtre, de blanchiment d'argent, de trafic de drogue, une fortune dont on ne sait pas si elle existe vraiment dans les crypto-monnaies ou pas. Mais c'était quand même quelqu'un de très particulier, mais ça fait très longtemps qu'en fait, dans l'écosystème tech en lui-même, cette personne n'a plus d'impact de près ou de loin sur ou notre quotidien ou les grandes tendances. Alors oui, McAfee, donc il l'a créé en 1987 et revendu à Intel en 2010. Il était quand même aussi devenu un gourou des crypto-monnaies, qu'il avait énormément enrichi notamment. Alors, qu'il avait enrichi, et puis en même temps, il avait dit après qu'il avait tout perdu. Après, il avait viré un peu dans le complotisme, comme quoi ça aurait été les États-Unis, puis les Google qui le traqueraient, puis qui en voudraient à sa fortune. Puis en fait, il aurait été ruiné parce que les cours auraient baissé. Enfin, ce qui est très très dur avec cette personne, il a dit qu'il était passé 3 fois au Mexique en prison, qu'il avait fait assassiner quelqu'un, etc. On ne sait jamais ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ce qui est sûr, c'est qu'il se faisait rémunérer très très cher pour ses conférences. Ouais. Bon, et puis c'était un des derniers vrais pirates, moi je dirais aussi, du monde numérique et d'Internet, John McAfee. Donc, et sa disparition tragique pour ouvrir ce débrief. On va changer de sujet. Je voulais aussi adresser une thématique importante en ce moment, puisqu'on est encore en pleine campagne électorale avec les régionales et les départementales. Et ce vote électronique qui est vu parfois comme une solution pour lutter contre l'abstention. Clément David, là aussi, vous êtes un spécialiste de l'infrastructure cloud. Est-ce que vous pouvez nous dire si on pourrait imaginer un vote électronique au niveau national qui puisse être fiable, sécurisé? Alors, il y a un élément, c'est que si aujourd'hui on offre aux pirates, on sait que c'est aujourd'hui la cybersécurité vraiment un enjeu majeur des élections. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis. On redoute ce qui pourrait se passer en France pour les présidentielles, etc. L'État fait un énorme travail de sécurisation. Offrir une cible aussi précise et aussi impactante qu'un vote aux pirates, éventuellement aux personnes qui pourraient vouloir déstabiliser la France, etc., dans une question qui est plus du domaine de l'espionnage, etc. C'est très, très, très risqué. Il y a des pays qui le font. Ça reste donner une cible tellement précise que c'est très dangereux. Ça demanderait énormément de moyens. Si l'État le fait, de toute façon, ça ne va pas arriver avant, à mon avis, 5-10 ans. Je n'ai même pas l'impression que pour eux, ce soit une priorité. Et puis, en soi, il y a une question aussi qui est, est-ce que ça répond vraiment au problème? C'est-à-dire que moi, j'ai un vrai doute sur le fait que le vote électronique réponde au sujet de on a 65% des gens qui n'ont pas envie de faire 20 mètres pour aller voter, quoi. Oui, alors moi j'ai quand même un vrai doute sur le fait que ce soit la dernière chose à numériser, parce qu'on a quand même une nouvelle génération qui s'empare de nouveaux outils. À chaque fois qu'on adresse un secteur d'activité, on dit enfin on a mis des applications, ça crée des nouveaux usages, les jeunes peuvent s'en emparer. Pourquoi ce ne serait pas la même chose avec le vote électronique, Philippe Delmas? Je pense que le point de la sécurité est vraiment fondamental. Quand vous regardez sur quelle marge des élections majeures se jouent, vous voyez qu'il ne faut pas déplacer 20% des votes pour changer le résultat d'une élection. Ça, vous déplacez 2 points, 3 points, Eh oui. ok, ça fait quelques centaines de milliers de voix, pas nécessairement beaucoup plus à l'échelle du Peut-être municipalité, des voix par très exemple. différentes de celles qui s'expriment aujourd'hui. C'est donc effectivement extraordinairement risqué et je ne sais pas, je ne suis pas un expert de cybersécurité, mais pour avoir vu en entreprise les moyens qu'il fallait mobiliser pour assurer véritablement la sécurité d'un échange de données,
Je partage assez l'avis de David sur le fait que c'est probablement trop risqué vu la gravité des enjeux, parce que vraiment les élections se jouent la plupart du temps à la marge. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment confiance en nos infrastructures cloud aujourd'hui et on fait davantage confiance à ces bulletins papier qui sont finalement pas forcément beaucoup plus rassurants, beaucoup plus fiables. Enfin, on a vu aux États-Unis, il y a des fraudes qui n'ont pas besoin d'Internet pour être réalisées. Non, quand vous regardez, non, justement. Alors, une des choses qu'a bien montré la succession de contentieux qui ont eu lieu aux États-Unis lors de la dernière élection présidentielle, c'est que le système classique marche bien. C'est lourd, c'est long, Ah oui. mais il y a peu. Alors ça, c'est vrai, mais en contrepartie de quoi, il y a peu de fraude, il y a peu de pertes. Donc la fiabilité du système est bonne. Et finalement, Enfin, il repose sur un système postier qui n'est pas forcément toujours efficient. Là, on a encore eu, même en France, des problèmes de distribution de bulletins. Je ne sais pas, moi je pose la question aussi à Clément David. Aujourd'hui, on n'est pas suffisamment sûr de nos infrastructures pour assurer ce type de service? En fait, personne l'est. J'ai envie de dire, demain, les États-Unis ou n'importe quel pays passerait sur du vote électronique, on aurait les mêmes enjeux. Parce qu'en fait, bon, déjà le cloud, on oublie, en tout cas le cloud public, mais on serait sur des enjeux, comment dire, les moyens que nous, on mettrait pour le sécuriser, les personnes qui voudraient influer sur le vote, mettraient des moyens tels en face pour essayer de nous déstabiliser que ce serait puissance contre puissance. Ça créerait vraiment un faisceau de moyens dans les deux sens qui créent de l'incertitude. Et puis, c'est une blague un peu qu'on fait dans la cybersécurité, mais à un moment, le seul truc qu'on ne peut pas hacker, c'est le papier. C'est-à-dire que bien malin aujourd'hui qui pourra dire j'ai créé une infrastructure, si les gens s'y mettent avec suffisamment de moyens et de détermination, ils ne pourront pas la craquer. Donc, ça reste un sujet où, oui, si on met un pied dedans, on aura, nous, mais comme n'importe quel pays au monde, on aura une vraie incertitude sur est-ce qu'on va être capable à 100% d'en assurer la fiabilité. Ça va être un sujet, si on y va, qui est très très compliqué. Bon, donc si je vous écoute, c'est peut-être la dernière activité, ce service public du vote qui sera dématérialisé. Je pense. Bon. Oui, Salesforce a beaucoup de choses à faire que de s'occuper de la Alors dématérialisation du vote. peut-être ira-t-on un peu plus vite avec l'avion zéro émission. Je ne sais pas. En tout cas, le commissaire européen a appelé à une alliance pour l'aviation zéro émission, neutre en carbone, d'ici la fin de l'année. Qu'en pensez-vous, Philippe Delmas? Vous étiez chez Airbus. Est-ce que ça vous semble un projet nécessaire, urgent? C'est plutôt une surprise, cette annonce? C'est pas du tout une surprise, c'est urgent. Et ça n'aura à peu près aucun effet pour résoudre le problème climatique du transport aérien. Donc, alors pourquoi? Tout simplement parce que les constantes de temps dans le transport aérien sont énormes. Il faut 15 ans pour sortir une génération d'avions ou de moteurs. Donc, tous les 15 ans, vous faites 20% de gains d'efficacité. Le transport aérien, alors je vous explique, je pense que peu de gens ont ça en tête. Le transport aérien a une économie climatique qui est très simple. C'est une des industries les plus efficaces qui soit pour baisser ses émissions de CO2, comme on les mesure dans les voitures au kilomètre passager. Ça, plus de 2% par an depuis 40 ans. C'est exceptionnel. Il a deux problèmes en face de ça. Le premier, c'est la croissance du trafic, qui est énorme. Et donc, si d'un côté, vous avez un trafic qui croît à 5% et de l'autre, vos gains d'efficacité, c'est 2%, et ben 5,2 égale 3% de tonnes de CO2 de plus chaque année. Premier problème. Second problème que les gens n'ont pas en tête, c'est que le malheur du transport aérien, c'est que le CO2, contrairement à toutes les autres industries, c'est une petite partie de l'ordre du tiers de son problème climatique. L'essentiel du problème climatique du transport aérien, c'est ces belles traînées blanches que vous voyez dans le ciel. Expliquez-nous. Alors, lorsqu'un avion vole en haute altitude, comme n'importe quel moteur, il émet de la suie, des petites poussières et qui forment dans la haute atmosphère, qui est très froide. Ça forme des cristaux de glace. Ces cristaux de glace ont un effet important sur la réverbération de la chaleur. Ça fait une espèce de couche de protection qui empêche la chaleur de s'échapper. Et par ailleurs, ça favorise la création ou le maintien d'un certain nombre de gaz à effet de serre à très longue durée, comme le méthane. Et aujourd'hui, les deux tiers à peu près de l'impact climatique, donc en termes de réchauffement du transport aérien, ne sont pas liés au CO2, ils sont liés à ces émissions. Et ça, on aurait le même problème avec un avion qui tournerait à l'hydrogène? Alors, vous aurez moins de problèmes avec un avion à l'hydrogène, parce qu'un avion à hydrogène va essentiellement vous sortir de la vapeur d'eau.
beaucoup moins de suie. Et c'est ces toutes petites particules de suie qui sont les points sur lesquels l'humidité de l'atmosphère va se cristalliser pour faire ces cristaux blancs, vous voyez, qui sont des cristaux de glace. Le problème de l'avion à hydrogène, simplement, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas construire un avion à hydrogène qui aille loin. C'est ce que le patron d'Airbus a annoncé, et c'est une très belle initiative. Il va développer un avion le plus performant possible, mais qui sera un avion régional de quelques dizaines de passagers au mieux et qui fera Toulouse-Bordeaux. Vous n'allez pas remplacer, d'ici 15 ans, vous ne remplacerez pas les avions actuels par des avions à hydrogène, à électricité ou ce que vous voulez. Alors, vous parlez d'Airbus, mais là, Thierry Breton dit on va créer une alliance publique-privée avec tout l'écosystème de l'avionneur jusqu'aux banques qui financent l'industrie aéronautique l'activité. est une industrie extraordinairement intégrée, largement grâce à la réussite d'Airbus, qui a créé véritablement un tissu industriel à échelle européenne. Et par ailleurs, lorsque vous concevez un avion, le travail de l'avionneur et de motoriste est complètement intégré. Alors c'est une des chances de cette industrie, c'est que vous avez très peu de chefs de file. Il y a Airbus. Et point final. Vous avez dans les moteurs Safran en France, Rolls-Royce en Angleterre, et c'est tout. Donc c'est une industrie qui est naturellement très intégrée, très coordonnée, et parce que de toute façon, les grands projets d'ingénierie... Donc en fait, cette alliance, vous me dites, elle existe déjà. Donc le point clé de Thierry Breton, c'est qu'il a compris qu'il fallait mettre énormément de moyens pour développer des avions dont d'abord les coûts de développement allaient être très supérieurs à ceux dont on a l'habitude, c'est pourtant déjà cher de faire un avion, et ensuite probablement l'économie au démarrage ne serait pas bonne. Et il allait donc falloir aider les compagnies aériennes, les loueurs d'avions à pouvoir se payer ces avions-là jusqu'à ce que leur coût rejoigne le coût des avions actuels. Mais donc en termes de développement technique, il a raison. Les États-Unis sont partis sur un programme similaire. Et donc je pense que c'est d'ailleurs une chance pour les États-Unis et l'Europe de maintenir le leadership vis-à-vis de la Chine ou de la Russie. Vis-à-vis de l'enjeu climatique, ceci ne résoudra pas le problème. Si on écoute ce que dit le GIEC, c'est-à-dire qu'il faut qu'en 2050, notre économie soit complètement décarbonée, vous n'avez pas le temps. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Une réaction, Émilie Sidiquian, sur ce projet ? Moi, je salue quand même l'initiative d'Airbus, parce que si tout le monde s'y mettait, ça amène justement un défi collectif. Et c'est aussi un beau projet technologique, parce que c'est les avions, c'est les aéroports, c'est le changement des flux, c'est comment... je crois que... vous êtes beaucoup plus expert que moi, mais je crois que l'hydrogène et le kérosène, rien qu'au niveau de la structure de l'avion, c'est absolument pas la même chose. Donc il y a aussi un défi sur le poids, sur le stockage. Donc, complètement. Mais vous avez dans le même sens, il y a des bonnes nouvelles, et une très bonne nouvelle, c'est qu'un moyen que nous avons déjà aujourd'hui de rendre les avions beaucoup plus propres, c'est de remplacer le kérosène par des carburants de synthèse fabriqués à partir notamment de déchets agricoles, déchets forestiers, déchets urbains. On peut transformer une partie de vos poubelles en carburant, parce que c'est des chaînes de... Donc il n'y a pas que la solution d'hydrogène. Donc non. La chose la plus simple, la plus efficace à faire aujourd'hui, c'est de remplacer le kérosène par... Alors ça, tous les avionneurs le disent, tous les compagnies aériennes le disent. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il faut se mettre à produire. Et alors, j'ai pas encore vu si dans les annonces de Thierry Breton, il y avait notamment un investissement massif pour produire ces camions. On sait les produire, c'est de la chimie du 19e siècle. On sait les collecter. Veolia, Suez, Paprec vous ramasse des déchets agricoles, des déchets de bois, dans les bureaux qui travaillent encore avec du papier, le papier. Et tout ça, vous pouvez faire du carburant, et un carburant qui émet en gros 75 à 80% de moins de CO2 que le kérosène. Donc là, dans les 10-15 ans, vous pouvez avoir largement transformé votre transport aérien avec les mêmes avions, les mêmes moteurs. Bon, il y a quand même il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. On n'a plus beaucoup de temps. On va terminer avec les procès antitrust. J'avais envie de vous questionner, stop ou encore, parce que je vous avais invité la première fois, je crois, dans Smart Tech, à propos de votre ouvrage « Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur ». Est-ce qu'on arrête les vainqueurs ? Est-ce qu'on risque de les fragiliser avec un surplus de procès antitrust ? Est-ce que aujourd'hui, ils se sentent véritablement menacés? Parce que je rebondis sur en fait une déclaration de Tim Cook d'Apple qui a appelé Nancy Pelosi à ralentir. Il y avait 6 projets antitrust aux États-Unis. Je comprends qu'il se fasse du souci. Enfin, quand vous voyez quand même qu'une entreprise comme Apple, vous allez sur l'Apple Store,
sur les domaines où Apple a développé des applications en propre, 85% des produits recommandés d'abord sont des produits Apple. Vous avez la même chose sur Google, ça a fait un procès il y a 4 ans. Oui, et l'Union européenne prévoit de lancer une enquête aussi sur Google. L'Union européenne, mais ça devient caricatural. Même entre, je vous donne un seul exemple sur le cas d'Apple Store, parce que bon, je suis un fan d'Apple. Mais c'est efficace de multiplier comme ça ces procès. Mais bien sûr, parce que quand vous voyez que sur l'Apple Store, vous cherchez une recommandation pour un site de vidéo, Amazon Prime, premier site de vidéo de l'avis des clients, est classé 10e et Netflix 22e, et que les 5 premiers produits sont des produits Apple qui ont un très petit nombre d'utilisateurs, vous apercevez que chacun dans leur système, c'est pareil chez Amazon, c'est pareil chez Facebook, c'est pareil chez Google, je peux vous faire la démonstration partout. Bien sûr. Vous avez des exemples absolument spectaculaires du verrouillage de leur clients. Juste un exemple, une déclaration du patron de Walmart, la plus grande chaîne de distribution du monde, première chaîne de distribution de grands magasins aux États-Unis, qui expliquait qu'il avait bien sûr beaucoup de ses fournisseurs qui étaient aussi sur Amazon et avec lesquels il proposait de faire des campagnes de baisse de prix, des campagnes de promotion comme n'importe quelle grande surface. Et que les patrons des boîtes lui écrivaient pour le supplier de ne pas baisser les prix, parce que s'ils baissaient les prix chez Walmart, ils allaient être déclassés chez Amazon. Ah oui, c'est la dictature du référencement. Comment Amazon déclasse? Il vous enlève le bouton associé à votre produit qui vous permet soit de placer le produit dans votre panier, soit de le commander. Bon, donc vous dites il faut continuer, il est urgent d'agir. Clément David, je n'ai pas le temps de vous faire réagir sur cette actualité. On arrive à la fin du débrief et on arrive au moment où va démarrer la grande interview d'Émilie Sédikian. Merci beaucoup Philippe Delmas et Clément David de Paddock. Merci d'avoir participé au débrief.